ce pays. Après, on verra un petit bref historique et ensuite on parlera de ces élections 2024 et des conséquences. Chapitre 1. Fonctionnement des élections. Les États-Unis sont une fédération et on peut dire que les élections présidentielles sont les élections les plus importantes à l'échelle du pays. En réalité, cette élection permet d'élire un collège électoral et ce collège désignera un président. Pour être candidat à la présidentielle, il faut s'inscrire à la Commission électorale fédérale et respecter 3 points importants. Premièrement, être né avec la citoyenneté des États-Unis. Quelqu'un qui naît à l'étranger mais dont les parents sont américains obtiendra automatiquement la citoyenneté. Quelqu'un qui naît aux États-Unis mais dont les parents sont étrangers obtiendra aussi automatiquement la citoyenneté américaine. Les autres non, ils ne pourront pas être candidats. Deuxièmement, il faut avoir vécu les 14 dernières années aux États-Unis. Troisièmement, il faut avoir au moins 35 ans. Comme ça, si vous êtes aux États-Unis depuis 14 ans, ça correspond à quand vous aviez au moins 21 ans, soit l'âge de la majorité. À ces 3 points s'ajoute le fait qu'une personne ne peut pas être présidente pendant plus de 2 mandats depuis 1951. Franklin Roosevelt est le seul à avoir été président pendant plus de 2 mandats, 4 en ce qui le concerne. À part ces critères, n'importe qui peut se porter candidat. En 2020, on estime qu'il y avait 1212 candidats à la présidence des États-Unis, mais vu qu'il faut s'inscrire dans chacun des États et avoir des représentants pour le collège, il est rare que ces candidats arrivent à être sur les bulletins de vote dans chacun des États. Ce qui fait que seuls les gros partis arrivent à avoir une présence lors des élections. Depuis 1959, les États-Unis sont composés de 50 États. Chaque État représente un certain nombre de délégués électeurs qui vont voter pour le vote final. Le district de Columbia est représenté aussi. Par contre, les territoires des États-Unis, comme par exemple Porto Rico, ne participent pas au vote. Les États les moins peuplés disposent de 3 délégués, c'est le minimum. Ensuite, plus un État est peuplé, et plus il dispose de délégués. Par exemple, la Californie avec ses 55 délégués. Maintenant, comment se déroule une élection ? Les gens votent le jour de l'élection, par exemple le mardi 5 novembre 2024. Chaque citoyen peut choisir parmi les candidats sur son bulletin de vote. Ensuite, on regarde le résultat pour chaque État. Le candidat arrivé en tête dans un État remporte l'ensemble des délégués de l'État. Par exemple, en 2020, Joe Biden a obtenu 64,62% des voix de Californie. Il est donc arrivé en tête. Il a donc remporté les 55 délégués. Il n'est pas obligé d'avoir la majorité. En 1968, Nixon avait remporté 47,82% des voix, mais comme il était premier, il a récupéré tous les délégués. 48 États sur les 50 fonctionnent ainsi, avec le système du premier arrivé remporte tout. 2 États ont un fonctionnement différent, le Maine depuis 72 et le Nebraska depuis 92. Ces 2 États ont 3 délégués et ils sont divisés en 2 circonscriptions électorales. Un délégué est élu par circonscription et un troisième est élu pour l'État, en prenant toujours celui arrivé en premier. Ce système du premier arrivé remporte tout peut créer une différence entre le vote populaire et le résultat final. Voici un exemple fictif. Nous avons 2 candidats, rouge et bleu. Il y a 3 États, A, B et C, qui font respectivement 10, 6 et 5 millions d'électeurs populaires. Et ils représentent chacun 10, 6 et 5 délégués. Dans A, rouge obtient 7 millions de voix, bleu en a 3 millions. Dans B, rouge obtient 2 millions et bleu 4. Dans C, rouge obtient 2 millions et bleu 3. Au total, rouge a obtenu 11 millions de voix, bleu n'en a que 10. On peut dire que rouge a gagné l'élection populaire. Mais c'est symbolique. Dans les faits, rouge gagne les 10 délégués de A, car il est arrivé en tête. Bleu gagne les 6 délégués de B et les 5 délégués de C, soit un total de 11 délégués. Il a donc gagné l'élection présidentielle. Cela signifie que lors d'une élection présidentielle, les grands candidats ont tout intérêt à miser leur campagne sur les grands États qui rapportent beaucoup de délégués. Mais l'État le plus peuplé, la Californie, est un État très progressiste par rapport au reste du pays. Ainsi en 2024, Trump a peu d'intérêt à faire une grosse campagne dans cet État. Même s'il pourra obtenir de nombreuses voix, elles ne lui apporteront aucun délégué. C'en est de même pour le deuxième État le plus peuplé, le Texas, très conservateur. Kamala Harris n'aura aucune chance de gagner quoi que ce soit. Par contre, certains États sont considérés comme des pivots. Ils n'ont pas une orientation politique claire. Elles changent à chaque élection. On les surnomme les swing states. La Floride est l'État pivot le plus important. En tant que 3e État le plus peuplé, elle offre 30 délégués. Lors des élections de 2000, George Bush a gagné les élections en Floride face à Al Gore, avec une différence de 500 voix. Pour seulement 500 voix d'écart dans cet État, Bush a pu remporter les 25 délégués d'un coup. À l'époque, la Floride ne comptait que 25 délégués. Le nombre évolue à chaque élection en fonction de la population. Dans le résultat final du collège, Bush a remporté l'élection avec le vote de 271 délégués contre 266 pour Al Gore, soit un écart de seulement 5 délégués. Quant au vote populaire, Al Gore l'avait gagné de peu, avec un demi-million de voix d'écart, pour un total d'un peu plus de 100 millions de voix.
Mais d'ailleurs, qui sont les candidats des deux grands partis? Quels sont ces grands partis? Aujourd'hui, les deux grands partis sont le Parti démocrate et le Parti républicain. Depuis 1852, aucun autre parti politique n'a gagné les élections dans ce pays. Les États-Unis sont devenus un pays avec un bipartisme prononcé, et le système empêche tout développement d'un parti tiers. Depuis 1972, aucun autre parti n'est arrivé en tête dans un État. En 68, l'American Independent Party avait réussi à se hisser dans quelques États, mais c'était une situation exceptionnelle. Le représentant de ce parti, George Wallace, était bien ancré dans les États du Sud, notamment avec ses idées pro-ségrégation. Pour choisir ses candidats, les deux grands partis font des primaires. Dans chaque État, pendant les mois précédant l'élection, sont organisés des votes pour choisir le candidat. En 2016, il y a eu une grande primaire des deux côtés qui ont permis de choisir Hillary Clinton et Donald Trump. En 2020, il n'y a pas eu de primaire du côté du Parti républicain, vu que Trump était déjà président depuis un seul mandat, s'est porté candidat à nouveau. Les partis ont tendance à privilégier la réélection d'un président. Dans le cadre des élections de 2024, il y a eu une primaire dans le Parti républicain, qui a permis à Trump de se porter candidat à nouveau. Du côté du Parti démocrate, Joe Biden était automatiquement candidat à sa réélection, jusqu'à ce qu'il démissionne et laisse sa place à sa vice-présidente. Là encore, il existe plein de systèmes de vote différents lors des primaires. Certains États fonctionnent avec un vote à la proportionnelle, certains États n'acceptent que les votes des membres du parti, alors que d'autres acceptent tous les votes. Certains États choisissent le premier arrivé et d'autres font des caucus. Le caucus est le système dans lequel les représentants du parti se rassemblent et décident ensemble leur candidat, sans faire un vote. Chapitre 2, historique des élections. Les premières élections ont lieu en 1788-89, les deuxièmes en 1792, ensuite elles ont lieu tous les 4 ans. C'est une obligation. À chaque fois qu'un président est élu, il est accompagné d'un vice-président. Si le président démissionne ou meurt, c'est le vice-président qui prend la relève en attendant les prochaines élections. Voilà pourquoi les élections ont toujours lieu à des dates fixes, longtemps à l'avance. Est-ce que c'est déjà arrivé que des présidents meurent ou démissionnent? Oui, bien sûr. Nixon est élu en 68, il choisit comme vice-président Spiro Agnew, en 72 il se porte candidat à nouveau et il gagne l'élection une seconde fois. Toujours avec Spiro Agnew comme vice-président. Mais en 72, Spiro Agnew démissionne. Nixon doit choisir un nouveau vice-président, c'est Gerald Ford. Mais en 74, Nixon démissionne à son tour, impliqué dans des scandales. Gerald Ford devient président et doit choisir un nouveau vice-président qui sera Nelson Rockefeller. On a vu un président démissionnaire, maintenant allons voir l'autre cas de figure, la mort. Kennedy est élu en 60 avec son vice-président Johnson. Kennedy se fait tuer en 63, Johnson devient le président. Johnson sera candidat pour les élections de 64 et deviendra président à nouveau pour un premier mandat complet. Il était autorisé à tenter un second mandat à 68, mais il a préféré se retirer de la campagne des primaires de son parti. Dans l'histoire des États-Unis, 8 présidents sont morts durant leur mandat. Depuis Kennedy, en 63, il n'y a pas eu de président mort durant un mandat. 3 autres présidents avaient été assassinés avant lui, dont Abraham Lincoln en 1865, le premier en date. Lincoln a été tué d'un coup de feu dans le théâtre Ford, Kennedy s'était fait tirer dessus à bord d'une Ford Lincoln, de nombreuses autres coïncidences ont été trouvées entre les deux célèbres présidents tués, alimentant de nombreuses théories du complot. Depuis 1852, seuls les deux principaux partis ont gagné les élections. Et combien de fois chacun? Je me suis amusé à compter. Parti démocrate 19 fois, Parti républicain 24 fois, mais avant 1852, le Parti démocrate avait déjà gagné des élections, ce qui monte à 23 le nombre de victoires en absolu. Ces deux partis politiques ont évolué au fil des années. Heureusement, car les mentalités changent, on peut diviser leur histoire en plusieurs phases. La première phase est la phase de la reconstruction. En 1860, le Parti républicain gagne les élections face au Parti démocrate. D'un côté, on a un parti plutôt de gauche, le Parti républicain, qui est totalement contre l'esclavage. De l'autre côté, un parti plutôt de droite, qui n'est pas spécialement favorable à l'esclavage, mais qui ne veut pas prendre parti et préfère laisser chaque État en décider. Les États du Sud sont donc anti-parti républicain et vont faire sécession, ce qui entraîne une guerre civile puis une reconstruction du pays après des années de guerre. Au début du XXe siècle, on entre dans la deuxième phase. Il y a un grand changement. En effet, le Parti démocrate, étant toujours dans l'opposition, commence à attirer un nouvel électorat plus pauvre, là où le Parti républicain devient de plus en plus le parti de l'élite du Nord. Au début du XXe siècle, les partis changent de position. L'un se gauchise, l'autre se droitise. Le Parti républicain devient le parti du conservatisme libéral, là où le Parti démocrate suit une vision plus sociale et universitaire. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les deux partis vont encore évoluer. Le Parti démocrate se concentre dans la lutte sociale contre la pauvreté, mais aussi contre le racisme, le sexisme, etc., délaissant certaines populations pauvres qui ne se sentent plus concernées par ces nouvelles luttes. Là où le Parti républicain va tenter d'attirer ce nouvel électorat.
C'est ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Trump incarne une Amérique profonde, pas forcément riche, mais loin des luttes contre les autres discriminations. Au contraire, Kamala Harris va plus loin sur des sujets sociaux qui vont au-delà des inégalités économiques. Les électeurs américains ont tendance à bouder les élections. Ils sont souvent qu'une faible majorité à les voter. Cependant, en 2020, il y a eu une hausse des votes battant un record du nombre de voix pour un candidat. Aussi bien Biden que Trump ont eu plus de voix que n'importe qui dans le passé. Chapitre 3, les élections de 2024. Les deux candidats ont des orientations politiques bien différentes. Donald Trump est classé à droite, voire même à l'extrême droite, en raison de ses positions très conservatrices. Kamala Harris, au contraire, fait partie d'une branche plus modérée au sein de son parti. Par exemple, sur la question des armes à feu, Trump est totalement favorable, alors que Harris est pour un meilleur contrôle. En ce qui concerne les droits LGBT, Harris se positionne comme une alliée des LGBT, là où Trump a supprimé des dispositifs de protection pour les personnes LGBT durant son mandat. De manière générale, Trump a toujours tenté d'être flou vis-à-vis de cette communauté pour éviter de perdre des voix. Mais qui va gagner les élections ? C'est encore flou. Même si les sondages prévoient une victoire de Harris lors du vote populaire, cette victoire est très serrée et on ne sait pas ce que cela signifiera en nombre de grands électeurs. Tout va dépendre des swing states, comme dit précédemment. Biden était candidat à sa réélection, mais sa sénilité a inquiété ses électeurs, lui faisant perdre des points dans les sondages. Il a été remplacé en juillet par Kamala Harris, qui depuis juillet arrive à remonter la pente, dépassant Trump. Regardons un peu les sondages pour les votes par État. En voyant cette carte interactive, on voit que certains États sont en bleu et sont gagnés par les démocrates selon les sondages, ceux en rouge par les républicains. Si la couleur est foncée, il est largement gagné. Par défaut, la carte se base sur les derniers sondages, mais on peut la modifier pour faire des projections. Cette année, la Floride n'est pas un État pivot. Elle semble être gagnée d'avance par les conservateurs. Ensuite, nous avons les États en gris, trop ambigus pour qu'on sache qui va remporter tous les grands électeurs. Ces États en gris, les États pivots, représentent 93 grands électeurs. Il faut 270 grands électeurs pour gagner. Les démocrates sont presque sûrs d'avoir 226 grands électeurs. Il leur faut 44 grands électeurs de plus parmi les 93 pour gagner l'élection. Par exemple, s'ils gagnent le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, ils gagnent 44 grands électeurs. C'est dans ces États qu'il faut concentrer les campagnes présidentielles. Trump a connu une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie, ce qui montre la violence de cette élection premièrement, mais aussi le fait qu'il était en Pennsylvanie lors de cet événement marquant, un des États où il est difficile de savoir qui va gagner. La Pennsylvanie est un État coupé en deux par les montagnes. Une grande partie est rurale, tournée vers le Midwest, mais une toute autre petite partie est centrée sur Philadelphie. Philadelphie est une grosse ville dont une partie de l'agglomération est dans le New Jersey. Quand on voit les résultats des élections de 2020, Philadelphie a voté largement à gauche, alors que dans l'ouest de l'État, c'est les républicains qui gagnent. Biden a gagné les 20 grands électeurs de l'époque grâce à quelques dizaines de milliers de voix de plus que Trump. Ça s'est joué de peu. Et en 2024, ça sera pareil. En 2016, Donald Trump avait gagné de très peu face à Hillary Clinton. Il est donc très difficile de savoir qui gagnera l'élection. Pour connaître le résultat final, ce sont les sondages de ces swing states qu'il faut regarder régulièrement. Certains pays ont tout intérêt à scruter ces résultats, surtout les pays ennemis des États-Unis. La Chine est suspectée d'interférence dans la campagne, ayant créé des comptes pro-Trump sur les réseaux sociaux pour divulguer des théories du complot. La Russie en a fait de même, cherchant à nuire au Parti démocrate. En général, les pays ennemis des États-Unis ont intérêt à voir l'élection de Trump. Ce dernier ne compte pas aider l'Ukraine financièrement dans sa guerre contre la Russie. Trump a une vision plus isolationniste des États-Unis. Cette vision est dans l'intérêt de la Chine qui désire mieux se positionner à l'international. Mais bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces élections. Le 5 novembre 2024, on connaîtra le résultat, et ce résultat aura une grande influence sur la géopolitique mondiale, en particulier vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Merci d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est une façon de dire que la vidéo vous a plu, et à la prochaine.